Alors, on a pensé à une formule échange pour comprendre un peu mieux d'hier à aujourd'hui quelles sont les réalités, mais avant tout, je veux qu'on apprenne à vous connaître. Il y a tellement un beau parcours pour chacun de vous. Entre autres, de votre côté, Catherine, je me permets d'utiliser le prénom avec le vouvoiement. Ça va être plus facile pour l'échange. C'est parfait. Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. Il faut dire que Catherine est la plus jeune femme de l'histoire à avoir été élue à l'Assemblée nationale du Québec, seulement à l'âge de 24 ans. Et aujourd'hui, est-ce qu'on peut dévoiler l'âge? Ça commence à faire un petit moment. Là. Oui. Je suis rendue à 33. Bon, c'est bien quand même. C'est toute une fierté quand on y pense. Alors, on devait se sentir un peu intrus à ce moment-là? Un peu, un peu. Un peu. Mais finalement, on fait notre place parce qu'aujourd'hui, mairesse. Oui, ça va faire bientôt 4 ans. Et également, vous signez la rédaction de 3 livres. Quels sont les sujets de ces livres-là? Qu'est-ce qui vous tenait à cœur? Ben, c'est surtout autour de l'engagement politique de façon générale, l'engagement politique des jeunes. Mon premier livre était vraiment un appel à l'engagement. Ça a toujours été, évidemment, par le fait de ma propre implication, ça a été au cœur de mes écrits, de ce que j'ai tenté de promouvoir à travers les années. Puis, d'ailleurs, encore à ce jour, j'accepte toujours les invitations dans les cégeps, les universités. Je trouve important de pouvoir parler de cette importance de l'engagement social et politique. Merveilleux. Et je tiens à mentionner qu'elle a été désignée 16e personnalité québécoise la plus influente par le magazine L'Actualité au printemps dernier. Alors, chapeau, bravo. Puis merci d'être avec nous. Merci encore pour l'invitation. À nos côtés, Monsieur Stéphane Boyer. Alors, Stéphane a été, en fait, est le plus jeune maire de l'histoire de la ville de Laval, rien de moins. Catherine m'a battu de quelques années à Longueuil. Ah oui? Ah oui, mais il y a une bonne, Pour Laval, c'est correct. il y a une bonne relation entre vous deux, là. Hein? Il n'y a pas trop de compétition. En 2016, vous avez été proclamé élu municipal par excellence parmi les 35 ans et moins par l'Union des municipalités du Québec. Vraiment plusieurs titres. Oh, est-ce que je dois sortir mes antennes de... Oh, c'est peut-être moi qui... Plusieurs titres vous sont revenus, de belles fiertés aussi, un beau parcours. Qu'est-ce qui vous a conduit en politique? Le désir de changer les choses, d'avoir un impact positif, et évidemment avec l'histoire qu'on connaît à Laval, ayant grandi à Laval quand il y a eu la commission Charbonneau, ça c'est venu me chercher, donc je voulais m'impliquer puis essayer de construire quelque chose qui soit plus positif. Donc 2 mandats comme conseiller municipal et maintenant comme maire, donc ça fait déjà 12 ans que je suis au conseil de ville. Et vous avez énormément voyagé. Oui. Oui. Pourquoi? Dans quel but? Quel intérêt? Bon, dans mes études, j'ai travaillé en développement international, donc j'ai fait 3 ans dans des pays en voie de développement. Puis je trouvais ça vraiment intéressant de voir, en fait, de voir différentes réalités, puis comment différents pays ou villes vont gérer un enjeu différemment. Oui. Et je trouve que c'est très instructif, des fois, pour apprendre à savoir qui on est, comme Canadien ou Québécois ou Lavallois. Il faut aussi voir qu'est-ce qui se passe ailleurs, puis ça nous aide à se définir, puis à comprendre c'est quoi nos forces, nos faiblesses. Ça nous aide à s'inspirer aussi des meilleures pratiques. Donc, je trouve que c'est un bel apprentissage pour tout le monde, en fait, peu importe le champ dans lequel on travaille. Bien dit. Alors, ça met la table. Je voulais que vous appreniez à les connaître davantage. Et là, ma première question, c'est à savoir, avant qu'on apprenne un peu mieux comment ça se passe sur votre territoire respectif, on va avoir des cartes qu'on va vous présenter. C'est pourquoi vous avez accepté l'invitation qu'on vous a lancée. Parce que, bon, on ne se mouille pas aujourd'hui, on coince personne au pied du mur ou quoi que ce soit, mais vous aviez un intérêt pour le sujet. Puis comment ça se passe chez vous? En fait, je pense que c'est un sujet qui est important, l'agriculture en général, mais au-delà de l'agriculture, comment on aménage nos territoires, comment est-ce qu'on développe aussi l'agroalimentaire, qui est aussi du développement économique. Donc, dans la société, tout a un impact sur une autre chose. Donc, je trouve que c'est un morceau qui est important de notre municipalité. C'est le tiers de notre territoire qui est agricole, mais c'est une part importante de l'économie. C'est plus d'1,2 milliard de chiffre d'affaires à Laval. C'est des centaines et des centaines d'emplois. Donc, pour moi, c'était une part non négligeable de ce qu'est Laval, puis de ce qu'est le Québec aussi. Mm-hmm. Et on n'a pas souvent l'occasion de parler, en fait, de cet enjeu-là, mais je trouve que c'est extrêmement important. Donc, j'étais content de l'invitation et de venir aujourd'hui pour en discuter. Et du potentiel aussi. Et du potentiel. Exact. Stéphane a tout à fait raison. On parle trop peu du lien entre
les municipalités et l'agriculture. Pourtant, effectivement, les terres agricoles comptent pour une portion très importante de nos territoires respectifs, même en milieu urbain. Et la population aussi a un intérêt qui est marqué, tout particulièrement depuis la pandémie, puis nécessairement le contexte géopolitique actuel aussi nous porte à réfléchir en matière de circuits courts, comment est-ce qu'on peut s'approvisionner davantage de façon locale. Les citoyennes, les citoyens sont intéressés par ces enjeux-là, puis je pense que les villes les prennent également à bras le corps. Par ailleurs, à Longueuil, l'an dernier, en fait, c'était plutôt au printemps 2023, on a fait connaître notre plan de développement pour la zone agricole. On a un comité consultatif qui se penche sur ces questions-là, donc comme quoi ça bouge au sein des villes. Il y a des initiatives qui sont prises. Génial. Alors, on affiche ici une première carte pour Longueuil. J'ai le goût qu'on explique un petit peu aux gens qu'est-ce qu'on voit présentement à l'écran. En fait, ici, on voit le territoire de l'agglomération de Longueuil. Donc, l'agglomération de Longueuil, vous aurez compris, Longueuil étant la ville-centre, mais est également composée de 4 autres municipalités, Saint-Lambert, Brossard, Boucherville et Saint-Bruno de Montarville. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a quand même 30% chez nous aussi du territoire qui est agricole. Par contre, il y a seulement 49% de ce territoire-là qui est exploité actuellement. Le reste, ce sont des terres en friche. Si je parle pour Longueuil, plus particulièrement, chez nous, c'est 25% de territoire agricole, 71% qui est en friche actuellement, et la plupart de ces territoires, de ces lots, sont des milieux humides. Donc, c'est aussi tout le lien entre environnement, agriculture qui est à considérer. Évidemment, les villes doivent concilier plusieurs objectifs, notamment le développement des circuits agroalimentaires sur le territoire, mais aussi la protection de la biodiversité, des milieux naturels. Donc, tout l'intérêt réside dans cette vision-là, puis de pouvoir travailler notamment au remembrement des terres agricoles. Pour nous, c'est quand même quelque chose qui est un enjeu important. On en reparlera un petit peu plus tard, là, mais vous le voyez en bas de la carte, plus à gauche, on est dans l'arrondissement de Saint-Hubert à Longueuil et on compte plus de 1900 lots qui avaient été morcelés à l'époque. Donc ça, c'est quand même dans nos défis. Génial. On va enchaîner avec la carte de Laval. Est-ce que c'est un scénario similaire? Comment on peut le comparer? Définitivement, Catherine et moi, on a beaucoup de similitudes. Donc, nous aussi, 30% du territoire qui est agricole, la moitié seulement de ce 30% est cultivé, l'autre moitié ne l'est pas. Évidemment, parmi les zones agricoles, on a beaucoup de milieux humides, de boisés qu'on souhaite protéger, mais il y a beaucoup de lots en friche morcelés qu'on souhaite remembrer. On a, je pense, c'est 6 000 lots qui étaient destinés à faire des maisons unifamiliales, là, même les rues étaient cadastrées et tout. Finalement, tout ça a été protégé en zone agricole et on souhaite aujourd'hui les remettre en culture. Sinon, on a une agriculture qui est très diversifiée. Ça part du fromage de chèvre au houblon, au brocoli, aux choux, au maïs. Donc, c'est pas des grandes terres céréalières. C'est beaucoup de maraîchers. Les marchés urbains sont les fleurs populaires, en serre sont oui. très développés. Puis on a une 50aine de kiosques à la ferme. Oh. Donc, une grande partie est dans l'est de l'île, mais on a aussi des zones agricoles dans l'ouest, ce que vous voyez en jaune, en rose et en orange, qui est dans l'est, dans l'ouest de Laval. Tu vois, ça, c'est une différence entre l'agglomération de Longueuil et Laval. Chez nous, au contraire, on a très peu de culture maraîchère. Malheureusement, la vaste majorité de notre territoire agricole est pour de la production céréalière de grande surface qui n'est pas destinée à la consommation humaine. On a seulement 1% de notre territoire agricole qui est exploité pour la production de fruits et légumes. Là, on monte à comme 3%, donc c'est vraiment minime comparativement à ce qui est cultivé sur notre territoire. Quand vous dites malheureusement, Catherine, c'est parce que vous, intérêt Je veux dire, personnel. c'est important aussi. C'est pas pour, non, mais pour vous aimeriez nier, développer ce volet-là? Oui, mais tantôt, je parlais de l'intérêt de la population. Les gens ont vraiment envie de pouvoir acheter local, de pouvoir consommer des fruits, des légumes qui ont été produits sur le territoire. Tu sais, il y a une fierté territoriale qui est forte. Et bien sûr que si on veut développer cet approvisionnement davantage local, bien, il va falloir hausser la culture maraîchère sur le territoire.
Est-ce que je peux rebondir là-dessus? Ah, tout à fait. Peut-être. En fait, je trouve que c'est une question intéressante, justement, la question de l'accès quand il y a du maraîcher. Hein, les gens veulent acheter localement. Et nous, à Laval, il y a eu un débat parce que on se fait beaucoup demander dans les consultations publiques d'avoir des marchés locaux, des marchés de quartier. Oui. Les gens aimeraient ça pouvoir acheter des légumes des fermes lavalloises. Mais pour les agriculteurs, c'est un défi parce qu'en termes de temps et de logistique, ils ne peuvent pas faire 5, 6, 10, 20 marchés un peu partout au Québec. Et souvent, ce n'est pas très rentable non plus pour eux d'avoir un petit marché. Donc, il y avait plutôt le souhait de la part des agriculteurs de valoriser les kiosques à la ferme et de valoriser des parcours agrotouristiques. Mais il y a aussi une réalité que le tiers de nos citoyens vivent à Chamédé, qui est un quartier dense, très multiethnique, avec le tiers des gens qui se déplacent sans voiture, qui n'ont pas de voiture, qui se déplacent uniquement en transport en commun. Donc, il y a eu tout ce débat-là sur l'accès à l'agriculture locale, comment est-ce qu'on va la vivre? Est-ce qu'on valorise est-ce qu'on incite les gens à aller à la ferme ou est-ce qu'on veut que la ferme est dans les quartiers? Et ça, c'était un grand défi qu'on a eu dans les dernières années, où est-ce qu'on a fait un peu une entente mitoyenne, où est-ce que dans les quartiers centraux plus denses, plus axés sur le transport commun, on permet les kiosques de quartier. Mais dans les quartiers plus périphériques, plus proches des zones agricoles, à ce moment-là, au niveau du zonage, on ne le permet pas parce qu'on veut inciter les gens à faire le kilomètre qui manque pour aller là, au kiosque à la ferme directement. Trouver un compromis, hein, Ouais. sur plusieurs départements dans la vie. J'aimerais ça que vous nous parliez de la politique agricole d'hier à aujourd'hui, l'évolution. Comment ça se passe, vous, entre autres, depuis que vous êtes en mandat, en poste? Vous avez sûrement vu un certain changement, mais auparavant, alors si on fait un clin d'œil au passé. Je pense qu'on l'a abordé, Stéphane et moi, d'entrée de jeu, mais le fait que les terres ont été morcelées à une certaine époque parce qu'on prévoyait du développement immobilier, du développement résidentiel. Donc, c'est ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, bien, on est un peu pris avec ces petits lots. Puis le défi pour la municipalité, c'est de venir les remembrer dans la mesure du possible. Chez nous, à Longueuil, on a réussi dans les dernières années, là, quand même, depuis 2019, on a remembré, nous, c'est à peu près, je pense, pour 668 exactement lots. Mais il en reste encore 1100 et plus à remembrer. Depuis, en fait, c'est un pouvoir qu'on a acquis en 1999, l'ancienne loi sur la ville de Saint-Hubert. Là, vous aurez compris, nous, on a vécu par la suite l'époque des fusions municipales, mais ça demeure dans les objectifs de la ville. Par contre, je dirais qu'un des plus grands défis, puis encore là, je pense qu'on va en parler un petit peu plus tard, ça demeure le moratoire, le règlement sur les exploitations agricoles qui est en cours depuis le début des années 2000. Pour nous, ça nous empêche de remettre en culture certaines terres en friche qui ne font pas partie des milieux naturels à protéger. Donc, il y en a très peu, mais tout de même, on parle de, disons, 125, 130 hectares parmi les meilleures terres du Québec qui pourraient servir à la culture maraîchère chez nous. Mais on ne peut pas les exploiter présentement en raison là, du moratoire, qui devait être temporaire hein, au début des années 2000. Oui. Moi, au début des années 2000, j'étais à l'école primaire. Et bien, il est toujours en cours aujourd'hui. Quelque chose à ajouter? D'un côté, c'est un peu similaire. En fait, Laval est vraiment une ville qui s'est développée dans les années 60, où le modèle de la maison familiale était vraiment le développement qui avait le vent dans les voiles. C'est aussi à ce moment-là que Laval a fusionné. Donc, Laval, c'était 14 villes, 14 villages qui se sont unis pour faire une seule ville. Et dès les premiers instants où est né Laval, il y a eu cette idée-là de vraiment tout développer. En 10 ans, Laval a pris 100 000 de population. C'était vraiment, là, on prenait des grandes terres, on lotissait ça en 500 terrains pour des maisons familiales. Puis, donc, les quartiers se développaient très, très, très rapidement. Est arrivée la loi pour protéger le milieu agricole, pour protéger 30% du territoire. Et on a ce souci-là, nous, aujourd'hui, de s'assurer que ce qui reste d'agricole, mais de ce qui reste aussi en milieu humide, demeure. Et la façon d'y parvenir, parce que souvent, quand on consulte, quand on va en consultation publique, les gens ne veulent pas trop de densité. Et, il y a une certaine réticence, du moins à Laval, avoir de la densité en habitation. On veut une maison familiale, mais on veut aussi protéger le boisé, puis on veut aussi protéger les zones agricoles. On est partagé. Mais à un moment donné, Laval va toujours faire 250 km², puis la population va continuer à grossir. Donc, la façon, si on veut protéger nos zones agricoles et nos milieux boisés,
de continuer à accueillir la croissance de la population, c'est en densifiant. Et aujourd'hui, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que il n'est plus du tout question, en fait, de dézoner le milieu agricole pour construire. Oui, il y a encore des individus ou des fonds d'investissement qui achètent des terrains en se disant peut-être qu'un jour, ils font la spéculation, mais à Laval, ça fait 30 ans qu'il n'y a eu aucun dézonage de la zone agricole. Et c'est un message que nous, on porte très haut et fort politiquement qu'il n'y en aura pas. Et la croissance de la population, on souhaite plutôt l'accueillir le long des boulevards, près des métros. On veut que nos centres d'achat se reconvertissent, qu'on construise l'habitation par-dessus les stationnements, faire les stationnements souterrains. Et juste en densifiant la ville, on estime qu'avec le zonage actuel, on peut construire 150 000 habitations, 42 000 projets concrets qui sont en préparation en ce moment. Donc, c'est pas, pour moi, l'évolution que je vois, c'est qu'on n'est plus à l'époque où on se dit qu'il fallait dézoner pour développer. C'était radical. Bien, là, on est capable d'être agressif dans la protection de la zone agricole tout en étant agressif à faire du développement économique. Puis ça, c'est un changement quand même majeur dans le monde municipal. C'est vrai à Laval, c'est vrai quand même dans beaucoup d'autres de villes, en tout cas du moins dans le Grand Montréal. Chez nous, par exemple, entre 2010 puis 2020, il y a eu peut-être 0,1 % de changement de dézonage agricole. Puis nous, c'est clair, notre position en tant qu'équipe, elle est ferme. On n'ira pas là. On veut protéger justement nos milieux agricoles. Mais ce qu'on souhaite, c'est de pouvoir au moins exploiter en fait les bonnes terres qu'on a sur notre territoire. Vous dites plusieurs choses là, depuis quelques minutes. Est-ce qu'il y a des enjeux que vous ne nous avez pas nommés ou des conditions gagnantes qui font en sorte que ça fonctionne pour vous, pour la préservation, pour la protection? Et tantôt, en fait, je parlais des terres qu'on souhaite exploiter, nos terres en friche, certains hectares là, qui seraient parfaits pour la production maraîchère. Mais il faut savoir qu'il y a même une perte en fait d'exploitation agricole sur notre territoire. Je disais qu'il y a peut-être 0,1 % qui a été dézoné dans les 10-15 dernières années. Mais par contre, on a perdu 5 % des terres en termes d'exploitation. Donc ça, pour nous, c'est un enjeu. Maintenant, des conditions gagnantes, on en a mis quelques-unes déjà. La réforme de la réglementation, bon, le gouvernement a quand même fait un pas en avant. Le règlement est en révision. Ça prend du temps, par contre, là. Je pense on se rend jusqu'en 2026. Puis c'est dommage parce qu'on perd des occasions. Je vous donne un exemple. L'année dernière, la ville de Longueuil a été approchée par une petite entreprise familiale qui souhaitait faire de la culture de soja pour la consommation humaine, donc pour des protéines végétales, le PVT. Et malheureusement, on n'a pas pu leur vendre ou leur louer une terre qui appartient à la ville en raison de la prévalence du règlement, alors qu'on sait que les pratiques agricoles c'est évidemment une très bonne chose. Elles ont évolué dans le temps. On parlait de la perspective temporelle tout à l'heure. Puis même si cette ferme, par exemple, n'utilise pas d'engrais, on est quand même sous le régime actuel qui prévoit, pour des bonnes raisons environnementales à l'époque, mais qui sont plus justifiées aujourd'hui, on a dû refuser l'offre de cette ferme familiale. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui me préoccupe. Puis c'est sûr que plus on avance dans le temps, mais plus on va rater des occasions comme celle-là. Quand on a les mains liées comme ça, qu'il y a un certain frein ou des obstacles qu'on rencontre, est-ce que vous diriez que c'est plus du volet humain, financier, réglementaire? Les bâtons dans les roues, ils viennent d'où surtout? Un peu de tout. Ouais. Un peu de tout. C'est certain qu'il y a... quand je pense à comment va évoluer l'agriculture, je vois que de plus en plus, il y a des nouvelles formes. On voit à Laval pointe des entreprises qui font la culture de champignons, qui se fait plus en bâtiment. Il y a la culture sur serre, il y a j'avais déjà entendu parler d'un projet de pisciculture, donc de construire des bassins. Donc, la culture d'insectes, de plus en plus, la protéine faite avec la farine de grillon, des choses comme ça qui se font en bâtiment. Mais comment est-ce qu'on accueille ces nouveaux genres d'agriculture-là? En théorie, ça serait en zone agricole, parce que c'est là qu'on se dit qu'on va cultiver les produits, les animaux qu'on a besoin. Mais en même temps, est-ce que le but, c'est pas de protéger justement le terreau fertile qui existe? Si oui, je suis pas sûr que de construire une usine avec du béton, c'est une bonne idée de faire sur des terres en zone agricole. C'est un peu paradoxal. Donc, il faudrait peut-être plus les accueillir en zone commerciale ou industrielle. Mais là, les terrains en zone commerciale ou industrielle vaut tellement plus cher que les terrains en zone agricole.
Et donc là, est-ce que la viabilité de l'entreprise qui fait des champignons, de la pisciculture, est encore là? Pas forcément. Et nos règlements ne sont pas toujours adaptés non plus pour des formes innovantes d'agriculture. Donc, je pense que les enjeux à la transformation de nos manières de produire, bien, ils sont multiples, autant financières, réglementaires. Parfois, ça va être de la réticence des citoyens vis-à-vis un projet. Donc, il y a toujours beaucoup d'obstacles. Quand même. Si on parle de fiscalité verte, les outils fiscaux, c'est encore peu utilisé là, quand on y pense là, pour tout le monde, les différentes MRC, municipalités. Pourquoi? Pourquoi vous pensez que c'est peu connu, peu utilisé, Ouais. moins accessible? Ça dépend des réalités, puis je vais justement laisser Stéphane en parler parce que je pense que ça le touche davantage à Laval. Mais nous, considérant que quand même, somme toute, la plupart de nos terres en friche sont des milieux naturels à conserver, puis qu'on parle de à peu près juste 125, 130 hectares qui pourraient servir pour la culture maraîchère, on ne voit pas une taxation particulière comme étant un incitatif nécessairement. Là, le phénomène de rareté crée déjà un contexte où peut-être que pour nous, ce n'est pas adapté, mais ça peut être adapté pour d'autres contextes comme à Laval. Bien, j'ai envie de dire de répondre premièrement de manière plus globale Oui. que juste vis-à-vis de l'agriculture. J'ai toujours trouvé comme historiquement, les villes, on apportait le changement dans nos sociétés par la réglementation, tout comme les gouvernements souvent font des changements par les lois. Mais c'est un outil qui est très, très rigide, une loi ou un règlement. Tout le monde le fait ou personne ne le fait. Alors que la fiscalité est un autre outil qu'on peut utiliser pour induire des changements. Puis je trouve que c'est une approche qui est un peu plus flexible. Donc, nous, Mais il faut être bien accompagné. Il faut être bien accompagné, absolument. Mais je pense que ça peut avoir des grands avantages. Et donc, on a pris un virage à Laval, il y a 3 ans, de faire davantage d'écofiscalité. Je donne un exemple très concret. On avait 16 000 maisons qui chauffaient encore au mazout. Le chauffage au mazout pollue 100 fois plus que le chauffage électrique. Et donc, on a mis une surtaxe à ceux et celles qui avaient encore du chauffage au mazout. Puis l'argent, on l'a mis pour créer une subvention pour ceux qui voulaient se convertir vers l'électrique. Donc, tu as le choix. Tu peux payer la taxe puis continuer de polluer, ou tu peux obtenir la subvention puis polluer moins. Et donc, la même logique fiscale, on essaie de l'utiliser dans le secteur agricole chez nous pour remembrer les 6 000 petits lots. Donc, ça fait longtemps qu'il n'y a pas de dézonage puis qu'on envoie le signal qu'il n'y en aura pas. Mais il y a encore des gens qui s'assoient sur leur terrain pendant très, très, très longtemps parce que les taxes payées étaient infimes. Donc là, on est venu créer une redevance qu'on appelle. Donc, pour chaque pied carré, selon la superficie, les gens doivent payer un certain montant d'argent, ce qui vient quand même substantiellement augmenter ce qu'ils doivent payer en taxes. L'idée, c'est de dire, en fait, on veut empêcher la spéculation en zone agricole. Donc, c'est de dire, tu vas payer plus de taxes. Puis si tu ne veux pas en payer, vends ton terrain ou loue ton terrain à quelqu'un qui va le cultiver. Donc ça, c'est entré en vigueur cette année. Et en fait, avant même l'entrée en vigueur cette année, juste au moment où on a fait l'annonce au mois de juillet que ça s'en venait, déjà on a vu une hausse du nombre de terrains qui ont été vendus. Et même, on commence à voir des belles initiatives. Là, la semaine dernière, par hasard, j'ai croisé le Café Marigot, qui est une soupe populaire à Laval, qui distribue 1200 repas à des gens vulnérables à chaque semaine, à chaque jour plutôt. Et l'année dernière, on partit un projet, on leur a prêté un terrain pour qu'ils fassent des produits maraîchers sur un terrain de la ville. Ils ont produit 5 tonnes de légumes qu'ils ont réutilisés pour leur propre plat qu'ils distribuent aux gens. Et là, depuis qu'il y a la redevance, il y a des gens qui ont commencé à appeler l'organisme en disant « Peux-tu venir cultiver mon lopin de terre parce que je ne veux pas payer la redevance? Oh! » Donc là, le directeur de l'organisme, il trouvait ça intéressant parce qu'à la base, c'est une soupe populaire. Mais là, il y a eu un certain succès l'année dernière en faisant un grand potager pour ses propres besoins personnels. Mais là, il pense développer un nouveau service qui est de développer des jardins, justement, de la production à plus large échelle parce qu'il y a de la demande. Donc, il est trop tôt pour voir quel sera exactement l'impact. Je crois qu'à la fin de 2025, on pourra faire le bilan de la première année. Mais ça regarde bien pour l'instant. On voit le nombre de personnes qui se départissent de ce terrain augmenter. Et ceux et celles qui décident de juste payer leur surtaxe puis de ne pas vendre son terrain, ça alimente un fonds qui est entièrement dédié à la remise en culture des terrains qu'on a rachetés. Et donc, l'idée, c'est, remembrer plus vite, mais aussi avoir plus d'argent pour remettre en culture des terrains. Puis, vous avez vu une augmentation, donc il faut faire connaître cette initiative-là, ce mode solution,
parce qu'il y a peut-être plusieurs producteurs, agriculteurs, notamment de la relève, qui n'ont peut-être pas les fonds nécessaires ou l'histoire familiale pour continuer la ferme ou peu importe, et qui veulent acquérir quelque chose, mais qui ne savent pas que c'est possible. Et même des personnes qui veulent prendre leur retraite et qui ne savent pas qu'ils peuvent louer ou vendre à ce point-là. Non, absolument. Je crois qu'il faut toujours faire connaître les initiatives, d'où la pertinence, je crois, d'être ici aujourd'hui aussi. Un des défis aussi, c'est l'accès des fois au lot. Donc, Ouais. même si un agriculteur ou si la ville, on rachète des terrains, des fois, s'il est enclavé de d'autres propriétés privées, qu'il n'y a pas de chemin qui y rend, il y a aussi une complexité logistique. Souvent, il faut attendre d'avoir un nombre suffisant remembré avant de pouvoir le remettre en culture. Donc ça aussi, c'est quand même tout un casse-tête. D'où l'importance pour la ville de la maîtrise foncière. Le fait de pouvoir acquérir les terrains, de pouvoir planifier le territoire pour ensuite être en mesure de vendre ou de louer à des producteurs agricoles. C'est l'idée ici de pouvoir s'assurer que les services se rendent également à la terre. Je vois le temps qui file et je sais que je dois vous libérer pour midi 5 parce qu'ils sont déjà très, très gentils d'être venus nous voir, mais il y a d'autres obligations à leur agenda. Je veux savoir, en terminant, avant de peut-être prendre un ou deux commentaires de la salle, quelles sont les perspectives, justement, l'avenir pour l'agriculture en ville, les prochaines étapes, comment on voit ça? Qu'est-ce que vous aimeriez développer pendant que vous êtes en mandat? Bon, là, c'est peut-être mon dada personnel, mais je trouve que vraiment les toitures, c'est sous-exploité. On a vu des beaux exemples au Québec comme l'UFA Farms qui vont faire l'agriculture sur toit. Quand on survole une ville en avion, on voit tout cet espace-là perdu. Moi, j'ai espoir à Laval, pas juste pour l'agriculture, mais que ce soit pour des terrains sportifs, que ce soit pour des terrasses, peu importe, mais qu'on utilise davantage les toitures de bâtiments. Peut-être que l'agriculture, quand je disais tout à l'heure, il y a des nouvelles formes d'agriculture qui émergent. Peut-être qu'il y a là l'idée d'avoir des bâtiments plus mixtes qui pourraient faire du sens financièrement pour les projets. Je ne suis pas un expert dans le domaine, mais définitivement, c'est quelque chose qui m'intéresse, de voir comment est-ce qu'on peut récupérer cet espace qui est perdu en toiture sur les bâtiments de nos villes. Sinon, mais c'est certain qu'on parle toujours de l'achat local. J'ai l'impression que cette fois-ci, avec ce qui se passe avec les États-Unis, en tout cas, j'ai bon espoir que ça se matérialise davantage, que les gens veulent acheter, qu'on arrête d'acheter des fraises de Californie. En tout cas, moi, il y a plus de gens que jamais dans les derniers mois qui m'ont dit maintenant se soucier quand ils vont à l'épicerie de regarder la provenance des aliments. Et donc, ça, pour moi, c'est quand même, je trouve ça vraiment intéressant de voir ce que ça va pouvoir encourager davantage dans notre agriculture locale, mais il va falloir aussi la produire, transformer localement. Donc, au-delà de cultiver, avoir des entreprises qui vont transformer la nourriture, ça aussi, c'est extrêmement important. C'est un maillon important de notre économie. Donc, il y a là aussi, je pense, quelque chose de vraiment intéressant. Pour vous, Catherine? La vision qui est au cœur du plan de développement de la zone agricole de l'agglomération de Longueuil, c'est Longueuil, territoire nourricier. Je pense que ça dit tout, c'est de pouvoir justement s'approvisionner de façon locale, près de chez nous. J'ai parlé tout à l'heure des fameux circuits courts, mais en fait, c'est de bâtir des communautés plus résilientes. Puis Stéphane vient de le dire, je pense que dans le contexte actuel, ça prend tout son sens. On n'a pas abordé non plus nécessairement la question des changements climatiques, outre que pour parler de l'importance de la préservation des milieux naturels sur nos territoires, mais les milieux naturels, les milieux humides, agissent comme rempart aussi aux phénomènes climatiques, météorologiques extrêmes qui affectent également les agriculteurs, qu'on pense aux pluies torrentielles, qu'on qualifiait de centenaires à l'époque, puis qui pratiquement arrivent maintenant presque chaque année. En tout cas, moi, depuis que je suis mairesse, il y en a eu 3. Ouais. 3 épisodes qui étaient des pluies centenaires. On sait que ça a des effets importants, donc on a aussi cette responsabilité-là de venir protéger le territoire pour venir également s'assurer de garder nos capacités de production à long terme. Et donc, c'est une responsabilité collective, une responsabilité partagée. Puis je pense que ce qui est encourageant, c'est de voir les villes s'engager pleinement dans cette voie-là. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des commentaires, des questions? Vous ne vous gênez pas.